Bonjour et bienvenue dans En Intervalle, le podcast sur l'animation sous toutes ses formes. Je suis Simon Eyus et pour ce numéro, nous retrouvons Agathe Preslin. Bonjour. Et pour sa première fois, accueillez-le en fanfare, c'est Simon Pajot. Bonjour. Alors, pour ce nouveau numéro, on plonge dans l'histoire du dessin animé français en abordant un auteur que vous connaissez peut-être pour Le Roi et l'Oiseau. Alors, ce n'est pas ce classique de l'animation qui sera abordé aujourd'hui, mais plutôt une compilation de courts-métrages nommée La Table Tournante, co-réalisée avec Jacques Demy, qui supervise les films en prise de vue réelle de ce film. Jacques Demy, qui est sans doute un admirateur de Paul Grimaud, étant donné que lui aussi a commencé par faire de l'animation dans sa prime jeunesse. Du coup, c'est pas du tout un deuxième long-métrage redécouvert de Paul Grimaud après sa mort ou quelque chose du genre, c'est vraiment une compilation de courts-métrages réalisés d'après une critique Télérama que j'ai lue extrêmement vite parce que Jacques Demy devait se remettre des échecs de Parking et d'un autre de ses films, Une chambre en ville, je crois. Je ne sais pas si c'est vrai. La majorité de ces films-là sont réalisés au studio Les Gémeaux, qu'il a cofondé avec André Sarru, un producteur. Un film d'introduction avec une table qui tourne, qui s'appelle... La table tournante, je crois. Non, il s'appelle pas La table tournante, il s'appelle La séance de spiritisme. J'ai vérifié le générique. C'est la page Wikipédia qui raconte n'importe quoi. Deux films sont également réalisés par le studio de Paul Grimaud, dans lequel il finalisera la version finale du Roi et l'Oiseau. Il y a aussi un court-métrage inédit qui s'appelle Le Fou du Roi, qui est là en intermède entre Le Diamant et Le Chien Mélomane, qui sont deux films tardifs de Grimaud. Puisqu'il s'agit d'une compilation de cours, je vais, en plus de vous demander si vous avez aimé le film ou ce que vous en avez pensé plus tôt, vous demander quel cours a marqué votre attention, celui que vous avez préféré ou peut-être celui que vous avez détesté. Honneur au nouveau, Simon. Ouais, c'est pas sympa. D'une manière générale, moi j'ai un peu découvert les films de Grimaud que je connaissais pas. J'avais vu Le Roi et l'Oiseau un peu comme beaucoup de personnes quand j'étais plus jeune, mais j'ai jamais vu les courts-métrages, donc je les ai un peu tous redécouverts. D'une manière générale, j'ai trouvé la forme assez laborieuse quand même de la table tournante. Cette manière un peu volontaire qu'avait Grimaud de remettre un peu sa vie et son travail en jeu en permanence en invoquant un personnage de dessin animé qui est un petit clown, qui est un personnage qui existe dans sa filmographie, qui est présent dans une seule scène du Roi et l'Oiseau. Et voilà, le personnage va tomber de sa poche au début du film quand Paul Grimaud arrive dans son studio, là où il fait des films. Enfin, le studio qu'il met en scène comme celui dans lequel il a fait des films toute sa vie, qui est un peu une sorte de studio imaginaire, un peu un studio intemporel. Il y a un personnage qui tombe de sa poche et il va un peu dialoguer avec lui et lui montrer ses films parce que le petit clown va lui demander de lui montrer un à un des films, etc. Parce que le petit clown s'ennuie un peu dans le studio. Donc voilà, il y a une forme un peu à la fois touchante et à la fois laborieuse, un peu très volontaire de la part de Grimaud finalement de faire semblant de montrer ses films à une tierce personne qui serait un personnage animé, mais en fait on sent que c'est Grimaud qui se regarde lui-même en fait et qui regarde son propre travail avec quelque chose qui n'est pas non plus de l'ordre de la complaisance, mais qui est quand même dans un certain rapport affectif assez particulier qui est un peu dérangeant. Voilà, il y a les cours qui s'enchaînent. Moi, je les ai découverts et bizarrement, ou pas bizarrement, mais celui que je préfère, c'est sans doute Le Fou du Roi, qui est le seul inédit en fait, à ce que j'ai compris du film, puisque les autres courts-métrages sont des cours ou publicitaires ou de fiction ou autres que Paul Grimaud a fait durant sa vie. Et il y a un inédit que Paul Grimaud fait pour le film, qui est sans doute le court-métrage le plus sympathique parce que c'est le plus simple et c'est celui qui s'amuse le plus avec les procédés d'animation plus simples et les plus didactiques. Parce que l'un des intérêts aussi du film de Grimaud, j'ai l'impression, c'est qu'il y a un rapport très didactique à l'animation. Le fait que le petit clown soit présenté comme un personnage d'enfant, il va poser des questions, comment est-ce qu'on fait ça, etc. Comment est-ce qu'on fait bouger des objets. Et parfois, Paul Grimaud va utiliser des courts-métrages pour expliciter certaines de ces techniques. Et Le Fou du Roi est vraiment un film assez simple, avec une approche de l'animation en surface, avec des dessins sur fond blanc assez simples, et une possibilité pour l'animation d'aller chercher toujours des petits objets ou des petits mécanismes derrière la surface du dessin. C'est-à-dire qu'on va avoir un personnage qui va faire un rêve, qui va rêver d'un brochet, et à la fin on va s'apercevoir que le brochet est dans son propre ventre, parce que Paul Grimaud va créer une clé qui va ouvrir le ventre du personnage, etc. Avec des procédés très simples, qui sont assez didactiques et qui sont assez beaux et qui sont assez saisissants et parfois assez terrifiants aussi. Parce qu'on s'aperçoit que finalement, la personne s'est fait mal avec un monstre qui est dans son propre ventre, qu'il n'avait jamais vu. Il y a quelque chose d'une terreur un peu sourde et qui est tout simplement qui vient du dessin lui-même. Et c'est sans doute pour ça que j'ai préféré ce court-métrage. Oui, du coup, je vais prendre la suite de Simon. Pour l'avis général, je pense que je ne vais pas beaucoup m'étendre parce que je vais rejoindre pas mal les choses que vient de dire Simon, mais peut-être que le film,
En fait, je sais pas si je vais reprendre exactement, mais en gros, l'idée, ce serait que moi non plus, j'ai pas été complètement emportée par la table tournante. Pourquoi ? Parce que, alors déjà, j'étais un peu déçue, entre guillemets, par le côté démonstratif de l'animation. C'est-à-dire que on a effectivement Grimaud qui rentre dans son atelier, qui est filmé par Demy, et je pensais qu'il allait y avoir une espèce de démonstration pédagogique bien plus importante que les quelques petits trucs et astuces qu'on nous montre. C'est-à-dire qu'on va avoir une petite démonstration de stop motion qui va s'arrêter extrêmement vite et qui est pas tellement expliqué. On va avoir à un moment donné Anouk Aimée qui a prêté sa voix à la bergère dans Le Roi et l'Oiseau et qui va faire une apparition aussi dans le film La table tournante, et Grimaud va lui montrer une feuille de celluloïd. Il va nommer ça feuille de celluloïd, mais avant même qu'il puisse continuer son explication, Anouk Aimée va complètement s'évaporer du film. Et en fait il y a plein de choses comme ça où il entame des discussions et où finalement l'explication s'interrompt complètement. C'est bien que le film est assez étrange parce que au début, puisqu'il rentre dans un atelier, puisqu'il a plein d'outils autour de lui, etc., on pense que ça va être un film de l'ordre explicatif, de l'ordre pédagogique, qui va un peu mettre la lumière sur les sombres mystères de l'animation. Et en fait, pas du tout. C'est des explications qui recouvrent encore plus d'ombre tout le procédé qui reste assez mystérieux pour le public, qu'est l'animation et qu'est la mise en mouvement des images. Et à la limite, il va juste nommer des éléments comme le celluloid et le stop motion, mais ça va juste, à la limite, ajouter encore plus d'énigmes et de points d'interrogation dans la tête du pauvre petit spectateur, potentiellement enfant ou même jeune adulte, et qui n'a potentiellement pas idée des b.a.-ba que nous, par exemple, au bout d'un moment, on pourrait avoir en tant que spectateur jeune adulte de l'animation, aguerri et complètement rompu aux lectures que nous pouvons faire. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment étrange ce rapport à la pédagogie. Et moi, ça m'a un peu déçue, en même temps intriguée, donc vraiment pas de souci. Et puis après, mais ça je développerai plus par la suite, moi, ce qui m'a laissé de côté, c'est que j'ai essentiellement, je crois, un problème avec l'animation de Paul Grimaud, c'est-à-dire que je crois que je n'aime pas Paul Grimaud. Le Roi et l'Oiseau, c'est un film que j'ai essayé de regarder 3 fois, que j'ai toujours arrêté, même pas au milieu, au premier tiers. Là, pour ce podcast, je me suis brillamment sacrifiée et j'ai fait preuve de discipline. Voilà, j'ai dit un mot que j'arrive à dire. Et j'ai réussi à finir le film, c'est la 4e fois que je le regardais et pour une fois, je l'ai terminé. Et je n'ai pas eu de révélation. Et ça s'est retrouvé, en fait, dans ma vision des courts-métrages. Je vais quand même essayer d'être positif pour le moment parce que je vais essayer de contrecarrer ma manière de toujours râler par moment dans ce podcast. Et du coup, là, je vais plutôt être positive, mais il faut se préparer à ce que je sois moins positive par la suite. Et j'ai bien aimé Les Passagers de la Grande Ourse, qui est un film de 1941, qui est, je crois, mais ça aussi on va peut-être en reparler, un film non achevé, qui va être arrêté notamment par la guerre, etc., par tous les conflits qui ont pu arriver en France et dans d'autres pays. Tu peux résumer un peu le film Oui, alors le film est très étrange. C'est sur une espèce de port et il y a un énorme paquebot qui est prêt à partir et il y a une sorte de matelot qui traîne avec son chien et de manière complètement hasardeuse, ils vont se faire embarquer par le paquebot et ils vont commencer à vivre une espèce d'épopée où ils sont embarqués de moyens de transport en moyens de transport. Les moyens de transport sont de plus en plus fantastiques. On part avec un paquebot qui est tout à fait réaliste, on finit avec un bateau volant et puis une espèce d'usine étrange où le chien va se retrouver prisonnier. C'est donc juste une trajectoire et l'animation est jamais sans aucun temps d'arrêt. Il y a des choses très curieuses dans le sens où la manière dont le garçon et son chien vont se retrouver embarqués sur le paquebot, c'est qu'ils vont se faire attraper par le bras mécanique du bateau et à partir de ce moment-là, tout est en mouvement. Il n'y a pas du tout de centralité des personnages en plein milieu du plan. Il n'y a plus du tout de plan d'ensemble parce que comme les choses qui les embarquent sont en mouvement, ces choses elles-mêmes se rapprochent de nous, entre guillemets, et puis vont de nouveau s'éloigner, donc les perspectives sont toujours changeantes. Et une espèce de mouvement de rotation globale assez impressionnant. Et moi, ça m'a quand même assez plu, cette espèce d'embarcation dans un monde complètement mouvant et complètement inquiétant. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que ce qui m'a quand même pas mal plu et que Simon a dit, c'est il y a des moments très inquiétants dans Les Passagers de la Grande Ourse, notamment un moment où un chien va se faire emprisonner par une usine qui littéralement l'électrocute. Moi, j'avais pas réalisé à quel point Grimaud c'était quelque chose qui était sombre. Après, je pense que c'est ce qui a aussi pu le faire se rencontrer avec Jacques Prévert, et je pense qu'on va en reparler aussi. Quelque chose de très inquiétant en permanence, des gens qui disparaissent. Et ce qui est marrant, c'est que dans Le Roi et l'Oiseau, on voit assez peu où ils disparaissent, ou alors c'est très poétisé, alors que dans les courts-métrages, les gens disparaissent et en fait on les rattrape sous les trappes, dans les garages, etc. Et ce qui se passe sous les choses est assez terrifiant, et moi ça m'a quand même plu, cette espèce de cruauté, littéralement, des courts-métrages de Grimaud. Je vois que le tableau est plutôt contrasté. Mais pour le coup, je vais un peu l'égayer parce que moi aussi, je n'étais pas forcément un aficionados de Paul Grimaud. C'est-à-dire que Le Roi et l'Oiseau, c'était un film que j'avais adoré quand j'étais petit. Je l'ai revu à quelque chose comme 16 ou 17 ans et ça a été quand même une énorme déception. J'avais trouvé ça extrêmement laborieux et un peu cucu, pour le dire assez grossièrement. Et en voyant les films de Grimaud
court, avec la table tournante, je me suis rendu compte que finalement, ce n'était pas forcément l'histoire de ces films-là qui se résume à des histoires d'amour ou romantiques sur un artiste qui essaye de lutter contre un grand conglomérat ou un pouvoir ou une force plutôt obscure. C'est quand même les thématiques principales de ces films, mais ce qui me marque réellement dans ces films, c'est l'animation. Je trouve que c'est, au moins dans ces films des années 40, une animation de grande qualité, quelque chose qui va jouer sur les perspectives, qui va donner des angles complètement aberrants, je trouve, quand on fait de l'animation, c'est-à-dire des vues de trois quarts, des contre-plongées, etc., des choses qui sont assez peu évidentes pour un animateur à animer. Ça demande beaucoup de maîtrise, d'imaginer quelle perspective un personnage va avoir quand il va se mouvoir dans un espace qui n'est pas justement l'espace frontal des premiers films d'animation. Je pense aux premiers Disney, aux premiers frères Fleischer, même Blanche-Neige et les Sept Nains finalement, qui essayent d'avoir une mise en scène un peu de la caméra dans un espace supposément réaliste. Bon, il y a quand même quelque chose de très frontal, de très dessin animé, alors que là, j'ai l'impression qu'on essaie de travailler un espace qui est quand même assez expressif. C'est moins le cas dans les derniers films, notamment Le Fou du Roi, qui revient sur une forme d'animation que je dirais plus européenne, que j'associe parfois à certaines formes d'Europe de l'Est, ou alors les films UPA, qui sont des films américains qui ont un style très simple, qui vont avoir des formes très pleines, qui vont économiser l'animation pour plutôt favoriser une approche artistique marquée. Et aussi un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Chronotopia, un film de Raoul Servet sur un soldat et qui essaye de rendre le monde moins coloré. Et donc du coup, il y a une espèce de force du bien qui essaie de lutter contre ça. On retrouve un peu les thématiques de Grimaud. Mais je trouve que la force de Grimaud, c'était quand même quelque chose de l'ordre de la force de l'image qui se retrouve dans la conception des films, c'est-à-dire que c'est des films qui sont produits pendant l'occupation, en premier lieu, ensuite ils seront finalisés après la Seconde Guerre, mais il y avait cette idée de vendre le cinéma français comme un cinéma prestigieux, et d'ailleurs c'est quand même assez paradoxal, puisque un de ces films qu'il a réalisé et qui est inachevé, qui s'appelle Le Marchand de Notes, a été coproduit par la Continentale, qui est, si vous ne le savez pas, le cinéma officiel autorisé par l'occupation pendant la Seconde Guerre mondiale. Et justement, ce film-là, il dit qu'il a été interrompu par la guerre. Le petit personnage qui accompagne Paul Grimaud lui dit « C'est quoi la guerre ?» Paul lui répond « Une connerie ». Bon, voilà. C'est des films que je trouve assez impressionnants en termes de forme, et moi, j'aime aussi cette forme qui est celle du film, que je trouve assez mignonne, puisque ça reste l'histoire d'un artiste qui voit sa vie défiler à travers les œuvres, dont on va dire ses créations dialoguent avec lui. Ça rappelle d'autres films d'animation d'ailleurs, je pense au tableau de La Guillaunie, qui n'est pas du tout une rétrospective sur un artiste, mais qui a quand même ce côté un peu artiste qui parle avec ses œuvres, avec quelque chose aussi d'assez naïf. Et j'aime globalement le format à compilation, ça me rappelle aussi un autre film, désolé je ne fais que des comparaisons, et comme on sait comparaison n'est pas raison, mais ça m'a rappelé un film que j'aime aussi beaucoup, Allegro non troppo de Bruno Bozzetto, mais visiblement ce n'est pas un aspect qui vous a beaucoup touché. Peut-être c'est une histoire de soins apportés et que dès que t'as... En fait, j'en connais pas 36 000 des films comme celui-ci, mais j'ai un peu cette sensation que dès qu'on doit mêler les prises de vue réelles et l'animation, surtout dans un but didactique, il y a comme une espèce d'oubli de l'animation, un peu des prises de vue réelles aussi, mais c'est-à-dire que par exemple, donc Paul Grimaud, quand il est filmé dans son atelier, c'est en prise de vue réelle et vont être incrustés sur ces images-là des petits personnages qu'on a sûrement redessinés ou recalqués avec de la cellulo sur les prises de vue réelles, des petits personnages, comme disait Simon, c'est des personnages qu'on retrouve dans la filmographie de Grimaud et qui vont revoir non pas leurs propres films, mais les films des autres. Et notamment le petit clown qui est là tout le temps, dont la voix est la voix de l'enfant de Jacques Demy et Agnès Varda, on est content de le savoir, mais qui est vraiment partout, c'est un truc de fou dès qu'il y a Demy et Varda dans le coin. Mais en tout cas, dès qu'il y a ce petit clown, on peut penser à l'unique séquence où il est dans Le Roi et l'Oiseau, et en fait il y a une énorme différence qualitative entre son apparence dans le film de Jacques Demy et Grimaud et dans le film purement d'animation du Roi et l'Oiseau, et ça va se répéter avec Le Voleur de Paratonnerre. Le Voleur de Paratonnerre, c'est un personnage issu du film éponyme qui est aussi réalisé par Paul Grimaud dans les courts-métrages, etc. Je l'ai pas dit, mais du coup celui-là ça doit être mon préféré de tous. Ah mais je comprends, parce que moi j'ai hésité aussi. Et en gros, ce personnage-là aussi, il va souffrir un peu de son entrée dans le monde réel, mais aussi parce que techniquement, ça n'est pas du tout évident de reporter quelque chose de l'ordre de l'animation sur des plans qui préexistent et qui du coup dictent un rythme, et ces plans qui préexistent, c'est les prises de vue réelles. C'est ça pour dire que moi je trouve que c'est toujours une idée étrange. Enfin, c'est comme un jeu qui a été souvent répété, j'ai l'impression, pour expliquer l'animation, pour montrer l'animation, et qui a toujours un peu échoué. Et c'est marrant parce que tu vois, tu parlais du tableau de La Guillaunie, et à la fin du tableau, les personnages vont arriver
arriver dans le monde réel et vous rencontrez le peintre du tableau. Et en fait, ça ne fonctionne pas parce qu'il y a un abandon des recherches, un abandon des astuces, et c'est comme si la collusion entre les deux régimes d'image allait suffisamment surprendre, émerveiller et suffire. Or, elle est assez peu suffisante. Ça ne me convainc pas comme exercice ni de la pensée ni des images, mais après, je pense que vous avez été beaucoup plus touché quand même par cet aspect, en tout cas rétrospectif, etc. du film. Pour rebondir sur ce que tu dis, Agathe, avec ce mélange prise de vue réelle et dessin animé, il y a aussi quelque chose qui du coup, de fait, n'est pas présent et qui est quelque chose que j'aime beaucoup dans les films de Grimaud, c'est l'utilisation notamment des décors. Donc, tu l'avais dit, Simon, l'utilisation des profondeurs très marquées, l'utilisation des perspectives assez fortes qui sont souvent tronquées, c'est-à-dire qu'on a l'impression que des fois les personnages vont diminuer ou rapetisser d'un coup quand ils vont s'enfoncer dans la profondeur de champ, mais d'une manière beaucoup trop abrupte en fait, ce qui donne un effet à la fois violent, et on a l'impression que les personnages vont se faire manger par les décors ou se font aspirer comme ça de l'intérieur. Bon, c'est quelque chose qui est très très réussi, je trouve, et qui est très présent et qui fait, je trouve, la force du Roi et l'Oiseau évidemment, mais c'est aussi quelque chose qu'on trouve de temps en temps dans les courts-métrages, et notamment dans un court-métrage qu'on n'a pas encore évoqué, mais qui est le Joueur de flûte, qui est une reprise du conte très connu dont j'ai oublié le nom. C'est la flûte magique d'ailleurs. Voilà, le joueur de flûte, c'est parce que c'est le nom du conte qui s'appelle le joueur de flûte de Hamelin. Voilà, c'est ça exactement. Donc la flûte magique, qui est une adaptation du joueur de flûte, où il y a un flûtiste qui va arriver devant un château, etc. Peu importe, l'histoire est assez anecdotique encore une fois, mais le joueur de flûte va jouer et va enchanter les personnages du dessin animé, qui vont être composés d'un roi, d'une garde royale, etc. Et puis le roi, la garde vont commencer à danser. Et il y a tout un moment donné où ils vont traverser les pièces d'un château. Et dans ce château, il y a des perspectives très fortes, il y a des escaliers marqués, et on a déjà ce sentiment qu'on est dans un espace quasiment labyrinthique, avec des espaces qui sont très découpés, mais qui ne sont pas connectés les uns les autres. C'est-à-dire que quand on change de pièce, tout d'un coup, on change de perspective, on a l'impression que les portes donnent sur des espaces qui sont sans fond, qui sont déconnectés, donc possiblement infinis. On a déjà l'impression d'être dans une sorte de majesté, mais qui n'est pas que due à la naïveté du scénario, la majesté royale, etc., mais de majesté de la grandeur du dessin animé, avec une possibilité de s'enfoncer dans des espaces qui finalement n'auront jamais de fond. Et moi, devant les films de Grimaud, j'ai un peu cette sensation, j'ai l'impression que c'est un peu un archétype possible des dessins d'enfants, mais quand on va dessiner des labyrinthes qui ne se finissent jamais, avec des labyrinthes avec des profondeurs marquées, des escaliers, etc. Moi, je faisais beaucoup ça quand j'étais enfant, je dessinais des labyrinthes qui n'étaient pas très beaux, mais en fait, il y avait cette joie de créer des passages infinis, c'est-à-dire des passages infinis avec un escalier qui va déboucher sur une arcade, qui débouche sur un couloir, etc. Et il y a cette idée de déambulation perpétuelle dans des espaces qui n'ont d'autre but que d'être des espaces et de créer des connexions dont on ne va pas forcément aller chercher la logique, mais qui créent des connexions infinies, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui est très présent grâce au décor, et c'est quelque chose qui évidemment n'est pas du tout présent dans la table tournante avec la prise de vue réelle en fait. Par rapport à l'animation des films, justement, je crois que c'est en regardant La Flûte Magique qui m'a aussi fait penser à La Flûte à six Schtroumpfs, qui a grosso modo la même histoire. Ouais, donc tu le dis. Et pendant ce film-là, je me suis dit, la force de Grimaud, finalement, c'est une forme esthétique, et c'est une forme de la plastique et de l'animation, de l'épate, et aussi du rythme. C'est-à-dire que je trouve que c'est un film qui est très dansant, c'est presque une comédie musicale. Quand le flûtiste va se mettre à jouer et à envoûter tout un château, il va y avoir un travail scénique qui va être celui, on va dire, labyrinthique dont tu parlais, Simon, mais il va y avoir aussi un travail qui va être chorégraphique. Et la chorégraphie, c'est quelque chose que, dans mes souvenirs, exploite Le Roi et l'Oiseau. Je me souviens que le plaisir venait pas juste des décors qui sont effectivement très beaux, même si c'est aussi la limite du film et des films de Grimaud de ces années-là, des années 40-50. C'est cet aspect très décoratif. On a l'impression que les décors, ça l'intéresse plus que les personnages, et que les personnages viennent pour magnifier les décors et les perspectives qu'il va mettre en scène. Mais c'est pas quelque chose qui me dérange, parce que je trouve que c'est plutôt bien fait. Dans justement Le Joueur de flûte, il y a un moment où il y a un soldat qui va faire une espèce de danse, il va y avoir ses pieds qui vont s'avancer très près du cadre, avec là aussi une perspective qui doit être extrêmement laborieuse à animer. Et à ce moment-là, je me suis dit, oui, ok, il y a quelque chose qui se joue dans cette espèce de snobisme de l'animation. Et un snobisme de l'animation, je pense qu'il y avait aussi un peu de ça dans les films de Paul Grimaud. Je l'ai su en lisant le livre de Sébastien Roffa sur le studio Les Gémeaux, qui est un livre qui est assez intéressant parce qu'il parle assez peu d'esthétique pour se concentrer sur l'histoire du studio, l'histoire de ses créateurs et sur l'économie du studio. Et on remarque notamment que c'est un studio qui n'a pas cessé d'emprunter pour amortir les coûts de ses films. Dans le livre de Sébastien Roffa, il parle en long et en large de l'idée que l'animation chez Paul Grimaud ne devait pas ressembler à Disney,
Bon, pour le coup, je trouve que c'est pas vraiment le cas, mais c'est parce qu'il y a une espèce de manière à la fois de faire un peu comme les Américains, avec des personnages aux formes très rondes, au visage assez mignon, même si je pense qu'il y a autant de Disney que de Fleischer dans ces films-là, c'est-à-dire les Betty Boop, des films avec des personnages qui ont des bouilles très rondes, des yeux très spécifiques en nénuphar et très très gros, qu'on retrouve chez Paul Grimaud, mais avec une espèce d'accentuation dans les mouvements très amples, dans une animation très fluide, même je trouve parfois presque trop fluide dans ces films des années 40, où on a l'impression qu'il veut en mettre plein la vue et sa démarche très théâtrale en devient presque grimaçante dans cette espèce d'emphase sur l'animation. Par exemple, dans L'Épouvantail, qui est l'histoire d'un épouvantail qui cache des oiseaux à un chat qui veut les manger. Le chat, il va être maléfique, il va avoir des mimiques qui vont être pas possibles, et quand il va se travestir en séductrice, on s'attendrait à des gags à la Tex Avery, et comme je le dis, c'est assez décevant parce qu'on va être dans une dynamique très en mettre plein la vue à la Disney, et ça ne va pas du tout être l'avalanche de gags qu'il peut y avoir quand, je sais pas, Bugs Bunny se travestit en femme dans What's Opera Duck ou ce genre de choses. Mais en même temps, c'est aussi ça qui fait sa force, c'est-à-dire que le cinéma de Paul Grimaud, c'est pas du tout un cinéma du burlesque, c'est, je trouve, pas si poétique que ça, même s'il peut y avoir des formes qui peuvent être belles, c'est un cinéma de l'épate. Mais en fait, c'est marrant que tu parles de l'épouvantail. Il se passe dans ce film, dans ce court-métrage-là, de 42, je crois, quelque chose qui rejoint un peu le sentiment que moi aussi j'ai pu avoir sur cette animation. Moi, j'ai pas lu le livre dont tu parles, etc. Mais par contre, j'avais sincèrement l'impression, alors je crois que j'ai pas pensé au mot snobisme à ce moment-là, mais à mon avis, ça y revient, d'un dessin qui se prend trop au sérieux et en fait d'un souci moins de l'animation que du dessin. Alors je pense que c'est pas vraiment ce qui se passait dans la tête de Grimaud et de son studio. Bah, en fait, un petit peu, parce que il disait qu'il voulait des gens qui venaient des Beaux-Arts quand il a fondé le studio, donc ça l'était peut-être un petit peu. Mais lui-même, il a une carrière quand même qui vient aussi du beaux-arts, du dessin appliqué. C'est quelqu'un, tu parles tout le temps des perspectives, etc. Ce qui est très intéressant, parce que je pense que c'est très vrai, mais je pense que c'est quelqu'un qui avait une connaissance du dessin technique assez forte, etc. Bien que ça corrobore ce que tu dis, parce que je voulais pas forcément casser du sucre pour rien sur Grimaud et son studio. Ce que je voulais dire par le dessin sérieux, mais que eux, ça se passait sûrement pas comme ça dans leur tête, c'est que je ne remets pas en question la sincérité de Grimaud et de son studio et de tous ses collaborateurs au moment où ils font des dessins d'animation, etc. Mais en fait, on est vraiment cette espèce de distinction qu'on pourrait faire entre le dessin animé et l'animation, qui est une distinction qui n'existe absolument nulle part, mais qu'on peut faire en deux-deux. Mais en fait, l'animation, ce serait le souci de l'animation, qui serait à mon avis quelque chose qu'on retrouve dans des films beaucoup plus modernes, ou même déjà chez les Fleischer, etc. Mais en fait, ça va être tout ce qu'on retrouve, en fait, sur ce qu'on a pu déjà évoquer dans d'autres podcasts, mais ce qu'on peut retrouver dans l'animation japonaise, notamment, et dans les animés, ça veut dire, quand on se soucie de l'animation, on se soucie moins de la fluidité, on se soucie plutôt des écarts entre chaque pose qui, ensuite, animé, va donner du mouvement, et en fait, on se soucie du dynamisme et des coupes qu'on peut faire, parce qu'en fait, on en a quelque part rien à faire du dessin. Et en fait, le dessin animé, ce serait cette espèce de chose hyper appliquée où en permanence, pas forcément volontairement, mais n'empêche que moi c'est ce que je ressens, on veut nous montrer que on maîtrise parfaitement bien le dessin, quoi. Il y a une espèce de déclaration du style voici du beau dessin et jusqu'à la fin ça restera du beau dessin. Or quand on veut que du dessin reste beau, on peut pas le couper, on peut pas le trancher, on peut pas creuser des trous trop grands parce que quand même le but c'est de montrer que le dessin est beau et que donc il est tout le temps continu, qu'il est tout le temps refermé sur lui-même, que les lignes sont parfaitement fluides, etc. Ce qui en fait est à la fois la force, ce que je disais tout à l'heure des passagers de la Grande Ourse, parce qu'en fait ça va donner des aberrations complètement folles. En fait, dès qu'il y a un objet qui s'approche de nous, bon, en fait, c'est l'animation, ça se fait sur des celluloïdes, donc évidemment que l'objet ne s'approche pas, mais qu'on l'a dessiné de plus en plus gros. Il n'y a aucune économie du studio dans ce genre de mouvement. Ça veut dire qu'ils n'ont pas essayé de faire approcher l'objet de manière très rapide en le dessinant que quelques fois, comme par exemple 12 fois. Je les soupçonne de faire des dizaines et des dizaines et des dizaines de dessins, ce qui va donner une espèce de fluidité dans la manière dont les objets s'approchent et qui va donner une déformation perpétuelle qui est intéressante. Mais à la limite, c'est presque un défaut qui devient sublime dans les passagers de la Grande Ourse. Alors que dans l'épouvantail, pour revenir à ce que tu disais Simon, moi je trouve que c'est vraiment le film qui va souffrir de cette espèce de non-économie absolue et de souci permanent de montrer qu'on maîtrise absolument la situation et qu'on fait du beau dessin, et que ça va se rapporter notamment quand les gens se mettent à parler. Et alors moi je ne peux pas voir les gens parler dans les films de Grimaud. Heureusement dans les courts-métrages tout le monde ne parle pas en permanence. Par contre Le Roi et l'Oiseau, c'est le souci principal, c'est que les gens parlent, et je pense que si on regarde le film avec de la musique, avec par exemple des synthés, et qu'on coupe le son du film original, on passe un moment extraordinaire et largement plus hautement qualitatif que quand on écoute la bande-son originale avec les dialogues. Et dans l'épouvantail, à un moment donné, les gens vont se mettre à parler. Déjà, c'est atroce parce que c'est horrible ce que disent tous les gens dans les films de Paul Grimaud, c'est que des personnages hyper libidineux et complètement obsédés et qui susurrent des choses parce qu'ils veulent choper les demoiselles dans les champs, ce qui n'est pas du tout un but recommandable. Et par ailleurs, quand les personnages
dans les films de Grimaud parlent, on dirait que Grimaud et les animateurs sont complètement perdus, c'est qu'ils savent plus quoi faire. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que eux, leurs personnages sont tout le temps en train de bouger, ne font jamais du surplace, parce que leurs personnages, comme ils sont toujours en train de prouver que le dessin est extraordinaire, ils ne font jamais de pause. Or, quand on parle, on n'a pas grand-chose d'autre à faire, à part éventuellement bouger les mains. Et en fait, ça, Grimaud et ses animateurs, ils peuvent pas concevoir que quand quelqu'un parle, le personnage s'immobilise, y compris dans un dessin animé. Donc en fait, ils se retrouvent à continuer à l'animer perpétuellement, alors que par exemple, l'épouvantail ou le chat, qui est un peu l'antagoniste de l'épouvantail dans le court-métrage, continue de parler. Donc qu'est-ce que ça donne ? Ça donne quelqu'un qui est un peu sur place, parce que bon, le fait est qu'il est en train de parler, en train de regarder soit l'épouvantail, soit le chat. En même temps, ça a l'air de tuer tout le monde dans le studio, l'idée que le truc s'immobilise. Donc en fait, il va faire une espèce de surplace, et le corps du chat ou de l'épouvantail va se mettre à mouliner et à faire des mouvements absolument pas économiques, absolument pas efficaces, pas très enthousiasmants, pendant tout le moment où en fait le personnage doit dérouler sa ligne de dialogue. Et en fait, moi je crois que c'est un peu l'illustration parfaite de cette animation vraiment, vraiment bizarre, de cette animation qui est moins de l'animation que du dessin animé et du dessin avant tout. Pour rebondir sur ce que tu disais, Agathe, avec la question de l'immobilité à la fois impossible et complètement rejetée par Grimaud, il y a quand même dans certains courts-métrages, et encore plus dans Le Roi et l'Oiseau peut-être, il y a quand même une présence assez forte de la gestion de l'immobilité ou de certains personnages qui tout d'un coup vont arriver dans le cadre avec une certaine fixité, et que j'aime assez, notamment dans Le Voleur de paratonnerre, où il y a deux personnages qui apparaissent au début comme immobiles et qui vont pas bouger de la même manière que le voleur de paratonnerre, qui sont les deux policiers. Oui, parce que l'histoire du voleur de paratonnerre, c'est l'histoire d'un voleur de paratonnerre qui va être poursuivi par des policiers. Et en fait, à ce moment-là, il y a un rapport de froideur qui est assez importante quand les policiers vont apparaître à l'écran, qui est un rapport de froideur qu'on retrouvera dans Le Roi et l'Oiseau quasiment à chaque fois que la police est présente à l'écran, ou quand une démonstration du pouvoir et de la capacité régnante du roi à travers une sorte de monumentalité des statues, du château, etc. Bon, Le Roi et l'Oiseau ne parle quasiment que de ça, mais dans Le Voleur de paratonnerre, c'est assez succinct, c'est assez bref, c'est à l'échelle de très courtes séquences, mais les deux policiers, parce qu'ils sont jumeaux, parce qu'ils vont avoir des gestes assez brusques, et parce qu'ils sont dans une position d'observateur par rapport aux voleurs de paratonnerre qui se déplacent sur les toits, vont arriver avec une certaine froideur dans l'image. Ils n'ont pas de ligne de dialogue, mais ils observent, et du coup, voilà, ils vont être dans une certaine immobilité. Une immobilité assez relative, mais qui va entraîner une certaine violence, en fait, dans l'image, avec un rapport de policiers contre les voleurs. En fait, voilà, tout ça pour dire que on a presque l'impression que l'immobilité, chez Paul Grimaud, est toujours donnée ou rejetée du côté du mal, puisque c'est quand même, sur le plan du scénario, des films qui sont extrêmement binaires, avec les gentils, les méchants, le bon, le mal, etc. Et il y a ce rapport d'immobilité qui est toujours balancé sur le côté, comme ça. Mais qui apparaît de temps en temps, et que je trouve assez intéressant. J'avais une question justement par rapport à l'immobilité, mais ces derniers films à Paul Grimaud sont justement dans une économie de moyens, qu'ils ne sont plus du tout dans une démonstration comme celle de ces films des années 40, qui, comme je l'ai sous-entendu, venait aussi d'une demande, notamment des organismes de financement, de faire valoir le dessin animé français et sa puissance, entre guillemets, par rapport au dessin animé américain notamment, quelque chose qu'on peut aussi retrouver au Japon avec la production de Momotaro et le divin soldat de la mer qui fait suite au film La princesse à l'éventail de fer qui a été produit en Chine. Donc un rapport de force qui se joue dans l'animation et qui n'est plus, je pense, présent dans les années 70, peut-être aussi parce que Grimaud voulait changer de style et qu'il n'était simplement plus attiré par le style des années 40, ou aussi parce que c'était un style qui avait tout simplement vieilli. Est-ce que cette frontalité, ce côté peut-être plus classique en termes d'animation te plaît également? Je te dis ça notamment parce que tu as dit que ton film préféré c'était Le Fou du Roi, et il y a justement cette animation assez frontale et classique qui n'est pas du tout celle de l'épate de ces films des années 40. Pour être honnête, je suis pas sûr que ça crée grand chose en fait dans les derniers films, des films des années 70, cette question de l'immobilité ou de la frontalité. Si Le Fou du Roi m'apparaissait intéressant, c'était surtout dans le cadre du film La Table tournante, du fait qu'à un moment donné il y avait un rapport de didactisme qui était beaucoup plus assumé, beaucoup plus léger, beaucoup moins ronflant, etc. Les films des années 70 sont à la fois assez charmants, j'ai l'impression, sur le plan du dessin, qu'il y a quelque chose qui évolue, notamment le diamant qui fait penser un peu au travail de Topor, quelque chose de beaucoup plus excentrique, mais qui est dû aussi au fait qu'il y a une époque qui est plus la même et qui va passer dans les films, des choses beaucoup plus exotiques, un rapport à la science-fiction un peu plus intéressante. Donc voilà, on va dire que sur le plan de l'univers ou de l'imaginaire, on va dire, pour parler un peu grossièrement, mais sur le plan de l'imaginaire des films, il y a quelque chose de plus sympathique. Sur le plan de l'animation, au contraire, j'ai l'impression que parce qu'on va perdre ce mouvement perpétuel, on va aussi perdre une forme de seul mouvement qui existait à l'intérieur des films, et j'ai l'impression qu'on va arriver devant des films qui sont beaucoup plus plan-plan, des films qui sont beaucoup plus démonstratifs aussi sur le plan du scénario, mais ça on pourra en reparler parce que c'est peut-être le moment où Jacques Prévert arrive de manière plus insistante aussi. Dans les années 70 ? Ah non, c'est peut-être que je me trompe, que Jacques Prévert est présenté Le Petit Soldat.
Mais en tout cas, Jacques Prévert est présent dans Le Diamant notamment et dans Le Chien mélomane, qui sont 2 films des années 70 et qui sont des films avec une forme de naïveté complètement exacerbée, quoi. Oui, c'est vrai que c'est des films qui sont assez naïfs. Le Diamant, qui a réalisé en 70, est l'histoire d'un voleur qui vient voler un diamant à des sauvages, entre guillemets. Évidemment, c'est juste une tribu assez exotisante quand même de C'est grave Noirs, exotisé. Dès que Prévert et Grimaud essayent de prendre en charge la question des personnes racisées, etc., c'est quand même assez catastrophique. Hein. Que ce soit dans l'un ou l'autre, hein, que ce soit dans Le Diamant ou que ce soit dans Le Chien mélomane d'ailleurs. Oui, en fait, on peut pas. Je parlais de sauvage, mais c'est pour parler du bon sauvage, quoi. C'est vraiment. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu as cette vraiment idée, raison d'employer ce mot-là, parce que je pense que c'est eux ce qu'ils font à ce moment-là. Je dis pas que eux ils ont raison, ils ont tort, mais par contre c'est ce qu'ils font, quoi, clairement. Ouais. mais qui est volontairement anticolonialiste, alors que le chien mélomane est plutôt l'histoire d'un instrument qui va aussi être une arme de destruction massive, ce qu'un chien qui est mélomane n'accepte pas et vole pour pouvoir détruire l'affreuse usine qui est tenue par son maître, qui se sert de cet objet qui ne devrait être là que pour la musique comme un engin terrifiant. Donc effectivement, la naïveté est présente, elle est au rendez-vous, mais elle était déjà au rendez-vous avant, parce que Paul Grimaud, et on l'a pas forcément dit, est quelqu'un qui a beaucoup d'acquaintance avec ce qu'on appelle la qualité française et le réalisme poétique. Le réalisme poétique, c'est une forme de cinéma qui débarque dans les années 30, qui est notamment représentée par Marcel Carné, dont les films sont scénarisés par Jacques Prévert, qui est le scénariste du Roi et l'Oiseau et certains autres films comme Le Petit Soldat ou les films des années 70. Et Paul Grimaud fréquentera notamment le réalisateur Jean Renoir, qui va jouer un petit rôle dans Les Crimes de Monsieur Lange, qui n'est pas forcément du réalisme poétique, mais qui est aussi un réalisateur phare des années 30. Et surtout, il va être embauché dans le studio de Jean Orange, et Jean Orange, c'est un scénariste assez célèbre, notamment dans les années 40 et 50, qui les réalisera avec son comparse de plume Pierre Bocht, les scénarios de notamment Le Diable au corps ou des films de ce qu'on appelle la qualité française, qui sont des films qui vont être adaptés de grands textes littéraires ou qui vont être des films à charge. Dans ces deux courants-là, il y a une certaine naïveté et quelque chose de très raudois dans la manière dont on dépeint les personnages, qui vont être extrêmement romantiques, qui vont être parfois extrêmement malfaisants, et il va y avoir souvent une espèce de couple exacerbé, un amour pur qui s'oppose à la crasse du monde, et c'est quelque chose qui va être critiqué notamment par un mouvement qui s'appelle la Nouvelle Vague, qui va être mené par des critiques d'une revue qui s'appelle Les Cahiers du cinéma. C'est une revue très célèbre. Il y a des réalisateurs comme François Truffaut, Jean-Luc Godard, Éric Rohmer ou Jacques Rivette, qui sont des réalisateurs extrêmement connus et importants dans l'histoire du cinéma français et même mondial, qui vont s'opposer à ce mouvement très scénarisé pour proposer des films qui vont être plus bruts, avec des acteurs plus jeunes, notamment Jean-Paul Belmondo, qui vont ne pas jouer sur cette forme de scénarisation d'univers extrêmement artificiel et féerique, tout en étant teinté d'un message social, ce qu'on retrouve totalement dans Le Petit Soldat et exemplairement dans Le Roi et l'Oiseau, mais ce n'est pas une émission sur Le Roi et l'Oiseau, qui peut être, je pense, assez pesante. Bon, après, moi, ça me dérange pas forcément dans le cadre du cinéma d'animation, puisque c'est un cinéma d'archétypes, celui de Paul Grimaud en tout cas, qui va jouer sur ces archétypes pour proposer une illustration pleine d'émotion et d'emphase, et qui va se jouer justement par ce raffinement dans l'animation, moins intéressante dans ces films des années 70, qui vont perdre de ce côté démonstratif. Je pense que mon avis, il va être assez négatif, du coup c'est malheureux parce que j'aimerais bien réfléchir positivement à l'animation de Grimaud, mais c'est pas grave. Mais du coup c'est marrant parce que ça rebondit à la fois sur ce qu'a pu dire Simon Pajot et sur ce que tu viens de dire. En gros, moi je me suis demandé pendant tous les films, justement, est-ce que c'est grave ou pas qu'il y ait ce côté très volontaire qui est empreint effectivement de réalisme poétique, qui est empreint de la littérature de Prévert qui va toujours faire des espèces de poèmes super volontaires, super engagés, et qui va être un peu cette espèce de bonne vieille caricature correctement à gauche que tu vas trouver dans tous les bons journaux socialistes, etc. Enfin, quelque chose de complètement acquis, etc. Mais qui quand même, des fois... Enfin, je veux dire, je déteste pas complètement Prévert, donc il doit quand même bien se passer quelque chose. Et du coup, est-ce que c'était... Enfin, moi, c'est ce que je me demandais tout le temps. Est-ce que c'était grave que les courts-métrages, ils soient un peu emportés par cette espèce de notion un peu de fable poétique interne, qu'on retrouve à la fois dans les deux cours des années 70, coécrits avec Prévert, mais qu'on retrouve en fait dès le fameux Petit Soldat. Et dans Le Petit Soldat, il y a une scène que je ne pardonnerai pas à Prévert et Grimaud, mais qui me permet d'avancer, et qui est, je crois, donc dans Le Petit Soldat, ça se passe dans un monde de jouets, et puis à un moment donné, il y a un décret qui est littéralement une feuille de papier sur lequel est noté, je crois, détruire les jouets, point d'exclamation, et en fait, il va y avoir juste cette image, juste ce décret, et ça va déclencher le fait que le Petit Soldat va se faire chasser comme plein d'autres jouets par une espèce de toupie assez effrayante et complètement
complètement tourbillonnante. Donc en fait, qu'est-ce qui me dérange là-dedans, c'est que tout à coup, donc il y a une situation un peu idyllique où tu as une poupée et un soldat qui se draguent gentiment et de manière très courtoise dans une vitrine, et tout à coup, il y a ce décret qui dit détruire les jouets. Et en fait, ce qui me dérange, c'est que la situation, elle est assez peu intéressante. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment une situation poétique. C'est là qu'on peut dire que le cinéma de Grimaud, il est poétique, et c'est pas forcément un compliment, et c'est pas forcément une force. Ça veut dire que on va avoir des espèces d'idées comme ça, du style, oh là là, tout s'emballe, il faut détruire les jouets, aka, il faut détruire la liberté, détruire l'innocence, détruire, je sais pas, tout, et puis ne restera que le mal. Sauf qu'en fait, ça n'existe pas. Enfin, je veux dire, ça n'existe pas, un monde où tout à coup, il y a un décret qui dit détruire les jouets, ou détruire quelque chose. C'est une situation qui est poétique dans le sens où, en fait, elle se suffit d'elle-même. Si bien que, moi je trouve que quelque part, il n'y a rien qui s'invente vraiment. Et en gros, j'avais 2 contre-exemples, mais alors absolument anachroniques, mais bon. Hein. En gros, qu'est-ce que c'est qu'une animation qui, à partir d'une situation qui est hors du monde, par exemple des situations entre des jouets ou entre des objets, réussissent à faire ce que par exemple Paul Grimaud et Prévert ne réussiraient pas. Il y a soit Toy Story, qui est fait bien après, mais qui est vraiment le même genre de situation, ça veut dire un monde entre jouets avec des problèmes de jouets, mais des jouets qui ont peur d'être abandonnés par des humains. Et ce qui est intéressant avec Toy Story, c'est qu'en fait, ce problème-là, qui est la peur des jouets d'être abandonnés, elle va être réelle, découlée d'un sentiment qu'on peut avoir enfant quand on va peut-être donner ou abandonner des jouets, si bien que dans les films, il y a quelque part un problème interne, un problème de monde des jouets qui est inventé de manière hyper efficace, et qui fait que Toy Story est cette espèce de trilogie, quadrilogie, je sais plus où ils en sont, assez incroyable, où ils ont réussi à inventer une peur qui n'est plus seulement celle des enfants envers les jouets, mais qui ont réussi à inventer un sentiment que aucun d'entre nous n'éprouvera jamais, et qui est un sentiment de jouet. Et l'autre contre-exemple, qui fait pas la même chose que Toy Story, ce serait Si tu tends l'oreille, qui est un des films du studio Ghibli, qui est réalisé par Yoshifumi Kondo. Et en gros, il se passe plein de choses dans Si tu tends l'oreille, mais il y a beaucoup de la narration qui rebondit sur des situations qui vont se passer chez un antiquaire, où il va y avoir des vieux objets comme une horloge avec un berger qui regarde une bergère, enfin un prince qui regarde une bergère, ou alors il va y avoir 2 statuettes de chats, une chatte et un chat, qui sont un baron et une baronne. Et en fait, ces objets, ils sont totalement inanimés, c'est de la matière, c'est des antiquaires, c'est des beaux objets. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que pour le coup, il va pas y avoir de problème interne à ces objets-là. Ces objets-là ne parlent même pas, ne s'animent même pas. C'est juste les objets en tant qu'objets. Mais par contre, il y a un soin immense qui est apporté à leur apparence, etc. Ça fait penser à des films magnifiques comme Pinocchio de Walt Disney, où vraiment tout ce qui va être la réflexion de la lumière sur la porcelaine, etc. Tout ce qu'on disait que peut-être que ça avait été rejeté par Grimaud parce que c'était trop vieux. En fait, c'est pas trop vieux. En vérité, c'est très beau quand il y a des gens qui, dans le cinéma d'animation, prennent en charge la question de l'immobilité des objets et de leur matière et de leur dureté et de leur surface. Et en fait, ces objets-là, dans Si tu tends l'oreille, c'est des objets, en racontant leur histoire, un humain va en fait ramener la guerre sur le devant de la scène. Et en fait, ces objets vont pas, comme dans Toy Story, inventer un problème qui leur est interne, mais vont rebondir complètement sur le monde. Et puis en fait, là, ça dépasse tout, ça dépasse l'animation, mais pas parce que l'animation deviendrait mieux, mais juste, c'est très beau que tout à coup, il y ait cette espèce de perdition des souvenirs, etc., qui partent vers la guerre et des gens qui ont été séparés et tout. Tout ça pour dire que quand quelqu'un comme Grimaud ou quand quelqu'un comme Prévert dit détruire les objets, moi, ce que je reproche, c'est une espèce de mécanique et de circuit fermé. Et je sais pas, il y a quelque chose qui marche pas, et moi, je pense que ça ne marche pas parce que c'est lié à cette question du discours un peu de réalisme politique et tout, et qu'on retrouve en fait complètement et parfaitement dans les films des années 70 qui sont hyper engagés, quoi, qui sont hyper à charge, etc. Mais pas vraiment à charge contre grand chose finalement. Pour rebondir sur ce que tu disais, le film Le Diamant va être présenté en première partie de L'Aveu de Costa Gavras. Et ce n'est pas le seul film présenté en première partie. Je crois que Le Petit Soldat ou Le Voleur de Paratonnerre est présenté en première partie de Rome, ville ouverte. Donc à chaque fois, il y a cette espèce de côté associé à un film engagé, puisque Rome, ville ouverte, c'est une histoire assez horrible dans Rome pendant la guerre. Bon, c'est pas très joyeux comme film, et L'Aveu, c'est aussi un film très à charge sur le Parti communiste. Ces films-là vont, même dans leur distribution, être accolés à une forme de cinéma militant ou au moins engagé. Après, c'est intéressant ce que tu dis parce que finalement, et là je vais changer de veste de manière complètement lâche, mais à la limite dans les 2 films des années 70 qui sont Le Chien mélomane et qui sont Le Vampire, enfin non, Le Diamant, mais il y a un vampire dans Le Diamant, mais ce qui à la limite me plaît, c'est que les films sont tellement à charge et tellement ouvertement des métaphores ou des caricatures des marchands d'armes, des colonisateurs, des blancs qui s'installent partout, que même si le dessin devient complètement dénué de profondeur, et Simon il a raison en fait, enfin les deux Simon vous avez raison quand vous dites que c'est ce qui va être retiré au film, et puis à la place on va mettre une espèce de platitude qui est vraiment le dessin de caricature, le dessin explicatif, etc. C'est pas complètement déplaisant dans le sens où ça devient franchement inquiétant, et notamment dans les 2 films t'as une espèce de personnage un peu vampirique qui est l'anti-héros ou du moins le personnage principal de ces films-là,
Mais ce que je voulais dire avec ça, c'est que ce côté franchement revendiqué qui s'exprime jusque dans la diffusion des films me le plaît parce que c'est des films franchement inquiétants où vraiment les blancs c'est des suceurs de sang, où par exemple dans Le Chien mélomane il y a quand même un type qui a une usine entière avec des espèces d'ogives nucléaires dans les sous-sols, et il va se trimballer là-dedans à la poursuite de son chien qui vient lui dérober son instrument. Il y a un peu ce côté positif. Enfin, positif, c'est pas positif parce que ça sert pas à un but, mais il y a un peu ce côté intéressant et fascinant du dessin de presse que tu vas aussi retrouver chez des gens comme Roland Topor, etc., qui est de prendre une idée, un vendeur d'armes, et de le démultiplier sur la surface du dessin. Et genre, le vendeur d'armes, en fait, il va avoir pas 2 ogives, pas 3 ogives, ça va devenir un motif de démultiplication permanente des ogives. Et ça va devenir super inquiétant parce que le gars s'enfonce dans ce champ d'ogives, puis il disparaît, quoi. Et c'est cette espèce d'idée hyper grossissante des choses et des aspects des problématiques politico-sociales. Et là, c'est marrant parce que tu disais tout à l'heure, Simon, que il y avait le mal un peu chez Grimaud, que la profondeur, elle était un peu du côté du mal, et que finalement, la mise en mouvement, etc., que tu trouvais plutôt réussie. Et je pense que tu as raison. J'admets que après avoir râlé sur le dessin trop sérieux, il y a quand même quelque chose de chouette là-dedans. Elle était du côté du bien quelque part. Et en fait, je pense que c'est vrai. Du coup, on dirait que c'est en contradiction avec ce que je viens de dire, parce que les films des années 70 sont ces films qui vont retirer la profondeur. Mais en fait, ce qui est assez fou, c'est qu'il n'y a plus que ça, en fait, dans les années 70. Genre, c'est vraiment le moment sombre. T'as pas forcément la profondeur, mais t'as plus... ce qui est surtout viré, en fait, c'est la naïveté. Les corps en permanence animés dont on parlait tout à l'heure, et qui sont les corps des gentils, des naïfs, des gens qui ne souffrent de rien et qui en même temps sont susceptibles de souffrir de tout. Et c'est ça qui a réellement disparu, je pense, dans les années 70. Mais qui reste, moi, qui est quelque chose qui me déçoit du coup un peu, parce que qui me plaisait aussi avec la violence des films des années 40 ou des années 50, notamment dans Le Voleur de paratonnerre, c'était que tout d'un coup il y avait une immobilité qui arrivait, mais à l'intérieur même du mouvement. Et c'était ce rapport de contraste de l'immobilité dans le mouvement qui créait une situation où on sentait une force d'observation, de surveillance, d'oppression, peu importe. Je pense que Grimaud va pas jusque-là, mais qui était présent dans le mouvement du dessin. Ce qui est assez frappant dans les films des années 70, c'est à quel point les scénarios sont d'une généralité invraisemblable. Et c'est ce que tu disais, Agathe, mais c'est vraiment, on va parler de la colonisation avec des majuscules partout, on va parler des armes avec des majuscules partout, et en fait c'est exactement comme Grimaud dans la table tournante à l'intérieur même du film va parler au petit clown et va lui dire la guerre c'est de conneries. Je veux dire, la guerre c'est de conneries, c'est une phrase d'une généralité, enfin je veux dire, qui n'est pas d'accord avec ça, qu'est-ce qu'on fait avec, merci Paul, enfin, je veux dire, on va tous prendre un café et puis se regarder dans le blanc des yeux en se prenant la main et en disant la guerre c'est de conneries. Mais je pense qu'à un moment donné il y a aussi ça, cette manière dont Grimaud, étrangement, va se suffire d'archétypes et de généralités incroyables. Et je pense qu'il va mettre, dans tous ses films d'une manière générale, il va mettre énormément de temps, et je ne sais pas s'il va jamais le faire, à se débarrasser de cet autre archétype insupportable qu'il y a dans ses films, qui est la bergère et le ramoneur, où la fille et le garçon qui vont se rencontrer, qui se regardent dans le blanc des yeux, et qui n'ont rien d'autre à se dire de tout le film, qu'ils sont amoureux, et qu'ils ne veulent pas se séparer, et qui va quand même peser énormément sur l'ensemble de sa filmographie quand même. Peut-être qu'il a trouvé un point d'entente avec Jacques Demy sur ce point-là, puisque lui aussi a beaucoup mis en scène des amoureux qui ne veulent pas se séparer. Oui, mais tu ne peux pas comparer les parapluies de Cherbourg et la scène navrante entre la bergère et le ramoneur au début du Roi et l'Oiseau, où dans la pénombre et encore dans leur tableau, car ce sont à la base des personnages de tableau qui vont s'animer, ils sont là « J'ai rêvé de toi toute la nuit, je ne rêve d'aucune autre bergère que de toi, je ne connais que toi, bergère, et que tu es vraiment la plus jolie et tout. » Et elle lui dit « Mais comment tu le sais, tu as vu beaucoup d'autres bergères ?» Le gars lui dit « Non, je n'ai jamais vu d'autres bergères que toi, etc. etc. » Ce qui est quand même, effectivement, je suis d'accord avec Simon, un problème pesant dans la filmographie de Grimaud. Et c'est là où, par rapport à cette phrase où il dit, où il explique au petit personnage que Les Passagers de la Grande Ourse, son film de 41, se fait interrompre par la guerre, et où effectivement le petit clown dit c'est quoi la guerre, et qu'il lui dit ce que tu viens de redire, une connerie, tu comprendras plus tard, etc. Et du coup c'est plaisant ou c'est pas plaisant, je pense que ça dépend. Parce qu'en fait, c'est le propre de tout, enfin, il n'y a pas de souci. Mais c'est là où il est empreint d'une émotion très particulière, d'une époque très particulière, hyper empathique, qui est celle aussi de Prévert. C'est comme cette espèce de poème où Prévert parle de Barbara, cette fille qui attend son gars parti à la guerre. Je sais plus si elle se fait bombarder à la fin ou pas, et puis c'est sous la pluie. Et puis Barbara, elle sait bien ce que c'est que la guerre, et tout est hyper naïf, tout est... Je sais pas comment dire... une espèce de discours populaire, quoi. Et en fait, je pense que Grimaud, c'est complètement cette ambiance-là. Donc en fait, si on n'a rien contre ça, à la limite, je pense qu'on passe même un très bon moment, parce qu'il y a une espèce d'émotion qui est complètement assumée et qui est finalement, effectivement, difficilement assumable par nous maintenant, quoi. Parce que c'est vrai que moi, quand Grimaud dit cette espèce de punchline, j'ai quand même tous mes poils qui se sont hérissés et j'ai vraiment serré les fesses d'énervement, quoi. Enfin, il y a une espèce de naïveté qui est plus entendable maintenant, quoi. Ça n'a pas suffi comme
propos à un moment donné. Je me rends compte qu'on parle beaucoup d'abstraction et d'images. Une fois n'est pas coutume, en intervalle, on ne parle pas du tout de scénario. J'espère que vous n'êtes pas trop perdus. Mais je trouve que c'est aussi les qualités de Paul Grimaud, ces films. C'est-à-dire que tu parles d'émotions inatteignables ou d'une naïveté qui rendrait ces films sympathiques. Ben, c'est ce qui me les rend sympathiques, mais pas du tout parce que je trouve que leur scénario est émouvant, mais c'est parce que dans l'image, il se joue quelque chose. Quand le voleur de paratonnerre, par exemple, il se balade et compagnie dans son film le plus burlesque, c'est pas tant que je trouve ça drôle, c'est que je trouve ça beau, la grâce avec laquelle il se déplace, ou le plan très beau avec le chien qui se déplace sur une sorte de toit qui tourne. C'est quelque chose aussi complètement aberrant, enfin, ça doit être tellement compliqué à faire. Et quand le soldat et sa poupée s'enlacent à la fin du petit soldat, il y a une émotion qui se crée malgré toute la naïveté, malgré tout l'imaginaire assez naïf et mièvre des deux amoureux qui s'enlacent. Il y a quand même quelque chose qui s'est créé, une espèce de rencontre qui se crée par l'animation, par le geste, qui est assez difficilement définissable. Et donc du coup, le plaisir de Paul Grimaud n'est pas du tout pour moi un plaisir scénaristique. Et je trouve que, bon, j'en connais pas forcément, et peut-être que je changerais d'avis si j'en avais sous les yeux, mais je pense que analyser les scénarios de ces films-là, ou la complexité de ces phrases, c'est comme, je sais pas, gloser sur les bons mots d'un film ou d'une réplique culte, c'est pas très intéressant. Moi, ce qui m'intéresse finalement, c'est plutôt leur articulation visuelle et la sidération que ça peut créer. Et je pense que dans, par exemple, Le Château dans le ciel, qui reprend l'imaginaire du roi et l'oiseau, c'est censé pas être un épisode sur le roi et l'oiseau, mais bon, on voit un robot du roi et l'oiseau à la fin de la table tournante, alors ça passe. Mais je pense que Miyazaki, il a pu plus retenir l'image du robot qui sort ou qui détruit le monde par sa puissance visuelle et par ce qu'elle dégage en termes formels, plutôt que le message un peu gnangnan de ah là là, le monde, l'humanité qui s'empoisonne elle-même. On dirait le dernier film de Jean-Pierre Jeunet, là, avec une espèce de huis clos contre la technologie. Je pense que la naïveté de Paul Grimaud a quand même cette beauté-là. Oui, mais en fait, je pense que tu as raison de dire qu'effectivement, ça ne profite pas beaucoup à Grimaud ni à nous-mêmes de trop s'attarder sur les discours et ce qui est dit, effectivement. Moi, je pense que ça prend de la place, donc effectivement, je trouve ça intéressant d'y revenir. Mais pour une note beaucoup plus positive, et pour retourner dans l'abstraction potentiellement, mais qui reprend un peu des choses qui ont été dites ça et là pendant l'émission, il y a quand même quelque chose que je trouve absolument formidable, qui est la raison pour laquelle j'ai commencé 3 fois Le Roi et l'Oiseau sans jamais le terminer, c'est parce qu'il y avait quelque chose que j'aimais beaucoup trop au début. Bon, alors ça parle de Roi et l'Oiseau, mais après je parle aussi des courts-métrages. Qui est quelque chose que j'aimais beaucoup, et puis ça se cassait toujours la tronche quand l'histoire se mettait en branle et quand les gens se mettaient à parler. Mais moi, en fait, j'aurais voulu voir toute ma vie les paysages, le château du roi et l'oiseau, en fait. Enfin, je sais pas comment dire, mais tout à l'heure, je parlais de dessin qui se prend trop au sérieux. Simon parlait à un moment donné d'immobilisme, du mal dans les décors. Bon, d'immobilisme qui se produisait aussi dans les corps en mouvement, etc. Mais il y avait aussi un peu de ça, je crois, à un moment donné. Donc il y avait ces notions-là qui refrappaient aussi dans Le Fou du Roi, qui se passe dans un château et qui se passe, comme disait Simon, dans des couloirs qui ne finissent jamais, etc. Et moi, je me rappelle que c'est vraiment ce qui m'a fasciné chez Grimaud et ce qui m'a toujours déçu. C'est-à-dire que de Grimaud, quand j'étais jeune, en fait, je connaissais que l'affiche et je m'en fichais complètement des personnages au premier plan en celluloïd, qui étaient l'oiseau, le roi, la bergère et le ramoneur, qui me paraissaient pas très nets et pas très... bon, voilà. Mais par contre, ce qui me fascinait complètement et ce que je pouvais regarder pendant vraiment très longtemps, c'était le décor, qui est probablement plutôt fait à la gouache, etc. Enfin, les décors en animation, c'est toujours quelque chose qui est fait avec beaucoup plus de soin, et autrement que sur du celluloïd, c'est pas du tout la même manière, il y a toujours quelque chose de très tranché entre les gens qui sont au premier plan et puis les décors. Et sur l'affiche, bah, du coup, il y a le château, en fait. Et le château, il m'a fasciné pendant très 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 longtemps, et c'est ce qui m'a déçu à chaque fois que j'ai vu le dessin animé, c'est qu'en fait, on ne fait pas que voir le château. Et tout à l'heure, je parlais d'un dessin trop sérieux, et qui, contrairement à des choses comme Toy Story, bon, voilà, ou comme Si tu tends l'oreille, n'avait pas réussi à inventer quelque part son propre vocabulaire d'animation, son propre vocabulaire de quelque chose qui va vraiment produire de l'émotion. En fait, c'est pas vraiment vrai, parce qu'il y a quelque chose, je pense que Grimaud, il a fait mieux que tout le monde, c'est les pierres, en fait. Moi, j'aime beaucoup, 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 beaucoup les pierres de châteaux, et les pierres dans les châteaux, et les pierres à l'extérieur des châteaux, dans les films de Grimaud. Alors pas Le Fou du Roi, en fait, c'était plutôt La Flûte magique. Il y a une espèce de moment où l'animation se doit de transformer le dessin, sinon ça reste toujours de l'animation sérieuse. Et tout le monde transforme à la manière qui lui est propre, et puis plus la manière est propre, et plus la personne est un grand animateur. Et je pense que le moment où le dessin de Grimaud s'est transformé, quelque chose de tellement beau, que tu as raison, Simon, mais en fait ça a frappé des gens comme Miyazaki qui le revendique, Takahata aussi, apparemment, enfin je veux dire, ils l'ont déjà dit, ils ont vu le film, ça les a marqués. Mais en fait cette transformation, pour moi, elle vient des décors, et en fait elle vient des objets, et elle vient des pierres, et il y a quelque chose dans le gris, les marrons, les ocres qu'utilisent Grimaud, ses décorateurs, ses animateurs, et qui est quelque part presque de l'abstraction, parce que c'est vraiment éprouver de l'émotion en voyant
ces espèces de couleurs, ces espèces de surfaces, qui est une espèce de nuit des temps infranchissable et qui me met vraiment dans tous mes états à chaque fois. Et en fait, à chaque fois qu'il y a la musique, tu sais ça, Simon, quand tu revoyais les films, à un moment donné, dans la table tournante, on réentend la musique du Roi et l'Oiseau, et c'est vrai que ça fait quelque chose. Et en fait, moi, cette musique, elle me fait quelque chose parce que pour moi, cette musique dans le film, elle résonne moins avec les frasques et les mouvements un peu laborieux des personnages qu'avec cette espèce de château, en fait, et de ce robot continuel, quoi. Donc il y a quand même quelque chose, moi, qui me plaît évidemment chez Grimaud et qui a dépassé la question de Prévert, la question des années 30, etc. À un moment donné, il a quand même réussi à faire quelque chose, effectivement. Je vais pas prendre la parole très longtemps, mais juste pour préciser à quel point Grimaud titre très mal ses films. Parce que, évidemment, Le Roi et l'Oiseau ne devrait pas s'appeler Le Roi et l'Oiseau, mais devrait s'appeler Le Château, c'est une évidence. Il y a quand même un souci ou une sorte d'inconscience que Grimaud a lui-même de la manière dont ses personnages sont les parents pauvres de ses films et de la manière dont il va mettre en avant des personnages qui finalement vont en général assez peu exister par rapport au reste. En tout cas, c'est ce que je pense. Agathe, je sais pas si c'est ce que tu penses, c'est pas tout à fait ce que tu disais, mais en tout cas c'est mon avis. Je pense au voleur de paratonnerre par exemple, mais il y a toute cette séquence où il fait un peu chier un chien et qui est très longue. Finalement, j'ai pas l'impression que ça apporte à grand chose à la psychologie du voleur de paratonnerre qui n'est pas le centre du film. Et je pense que le véritable héros du voleur de paratonnerre, c'est les toits aussi, la déambulation qui se crée sur les toits de cette ville. Après, La Flûte Magique, c'est plutôt un bon titre. Je trouve que c'est plutôt approprié à ce dont parle le film. Et La Table Tournante. La Table Tournante est peut-être le seul titre que j'aime beaucoup. Parce que finalement, ce que j'ai préféré dans le film La Table Tournante, c'était quasiment... bon, il y a certains dessins animés qui sont très sympathiques, mais c'était quand même quasiment les prises de vue réelles. Bon, pas forcément faites que par Demy, j'imagine que Grimaud avait son mot à dire là-dessus. Mais notamment la scène d'introduction, quand Grimaud entre dans son studio, qu'on arrive quasiment dans une maison un peu à la Jacques Tati, comme dans Mon Oncle, les films des années 70, où il y a des couleurs très tranchées, un peu artificielles, et on arrive devant cette table tournante qui est en réalité, il me semble, une table de montage, avec des couleurs très fortes, un rose pâle, enfin très forte pâle, mais en même temps très marquée dans l'ensemble de l'espace, et qui font assez artificiel et assez années 70, avec un monde plein d'objets, de couleurs chatoyantes, etc. Le rose, le vert, et Grimaud va s'asseoir à sa table de montage, et là le film va commencer, le petit personnage va tomber de sa poche, et puis on va déjà rentrer dans l'animation. L'animation intègre la prise de vue réelle, et les dessins animés vont arriver, mais c'est ces moments-là en fait qui sont les plus réussis, et la table de montage, qui est finalement à l'échelle du film surtout une table de projection, c'est finalement la pièce maîtresse de ce film, et c'est assez sympathique de retrouver cette table de montage entre tous les courts-métrages finalement. Moi, je voulais juste peut-être conclure avec ce petit clown. C'est quand même assez marrant que cette espèce de clown accordéon, une espèce de clown accordéon qui n'est là que pendant une petite scène du Roi et l'Oiseau, soit le personnage principal, ou presque, de ce film, La Table Tournante, le personnage principal étant Paul Grimaud, parce que c'est ma scène préférée du film, Le Roi et l'Oiseau, et je trouve ça assez marrant qu'il ait pris ce personnage qui est un des personnages les moins utiles au scénario, entre guillemets, ou les moins drôles, etc., qui est juste là pour une jolie chorégraphie avec une musique toute simple. C'est peut-être la moins emphatique du film, Le Roi et l'Oiseau, qui soit l'espèce de personnage naïf qui dit qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ce film m'a un peu ennuyé et compagnie. Donc, cette espèce de caractère naïf qui ne se fait que par le trait du personnage correspond à un personnage un peu enfantin qu'il va imaginer pour son film. Il aurait pu prendre un vrai enfant et ça aurait été d'autant plus insupportable. Et il y a quand même dans le trait du personnage, dans son inutilité entre guillemets dans le film Le Roi et l'Oiseau, quelque chose d'assez signifiant je trouve dans sa carrière, c'est-à-dire qu'il va prendre un personnage qui est là juste pour une fonction esthétique et il va la poétiser, et je trouve que c'est ce qui est le plus réussi dans ces films, c'est-à-dire de trouver, on va dire, une poétique dans un geste ou dans un design ou dans une représentation de la pierre, des décors ou un plan un peu fantasque. Bon, après avoir exploré la table tournante de Grimaud, je vous propose qu'on s'embarque pour les recommandations. Alors, pour les recommandations, je désigne Simon. Bah super, c'est toujours moi qui commence. Donc pour les recommandations, j'ai ramené, peu importe si je l'ai ramené, mais je voulais parler d'un livre qui s'appelle Le Discours Vide, qui est un livre d'un écrivain argentin qui s'appelle Mario Levrero, qui a priori que quelqu'un que je connaissais pas du tout avant de lire le livre, mais qui a priori, pour donner un ordre d'idée, a beaucoup écrit dans les années 70-80, un écrivain argentin qui est mort au début des années 2000. Et Le Discours Vide, c'est un journal qu'il va faire durant les années 90, mais qui est un journal un peu particulier. En fait, à un moment donné, Mario Levrero se sent assez mal, il n'arrive pas à écrire, bref, il a des problèmes qui sont assez inintéressants, mais qui sont des problèmes d'écrivain, et il va essayer de trouver une thérapie pour aller mieux et pour réussir à écrire. Et il y a un de ses amis qui lui dit « mais
Ce que tu devrais faire, c'est écrire. Mais écrire non pas pour repenser, écrire non pas pour écrire des histoires, écrire pour tracer des lettres sur un journal et essaye de tracer les lettres les plus précises et les plus belles possibles en faisant des exercices du genre ne pas lever le crayon, etc. Et tu verras que ça va beaucoup te faire du bien. Mario Levrero commence à écrire un journal à partir de cette technique calligraphique, mais sans forcément aller vers une approche très raffinée ou très précieuse de l'écriture, mais simplement une approche précise. Et en fait, ça va lui faire beaucoup de bien, ce qui est assez rigolo, ce qui est assez étonnant. Et surtout, il va commencer à produire un discours qui va devoir à chaque fois se détacher ou mettre de côté la pensée ou les histoires. Donc il va écrire un journal en essayant de ne rien raconter, puisqu'à partir du moment où il commence à raconter quelque chose, ou à raconter quelque chose de précis et d'articulé, il raconte que l'écriture elle-même va perdre en qualité. Et vu que son objectif c'est d'avoir une écriture calligraphique de qualité, il faut éviter de penser. Et donc en fait, ça va créer un journal assez incroyable, qui est un pur journal de travail, où en fait, on va aller petit à petit vers une écriture plus automatique, vers des descriptions des choses du quotidien, et vers de plus en plus une écriture complètement paranoïaque, où en fait, pour réussir à ne pas penser, Mario Levrero va devoir raconter ce qu'il pense de son chien qu'il déteste, ce qu'il pense de sa femme qu'il déteste, ce qu'il pense de sa famille avec qui ça se passe pas très bien, et on passe comme ça de moments complètement paranoïaques et assez géniaux sur le plan de l'écriture, à des moments beaucoup plus dérangeants, qui sont évidemment misogynes, évidemment classistes, parce que je pense que Mario Levrero, d'une manière générale, n'était pas quelqu'un de très intéressant, mais ce travail-là produit quelque chose que j'avais jamais vu, moi, sur le plan de la littérature, mais peu importe que ce soit de la littérature, de l'écriture, comment on l'appelle, mais sur le plan du travail en tout cas, ça produit quelque chose de très étonnant. C'est la première fois que j'avais vu ça et je ne sais pas si je le recommande en tout cas, mais c'est l'une des meilleures choses que j'ai lues ces derniers temps. Agathe ? Le favori du podcast, je crois que tout le monde l'a lu autour de cette table, donc c'est très rigolo. Il s'agit de Carbure Berger de Léo Bray. Alors, ce dont je vais parler, c'est de la bande dessinée en un tome, mais peut-être qu'il faudrait dire 2-3 mots. Léo Bray, c'est quelqu'un qui fait partie d'un... Alors, je risque de mal en parler, parce qu'en vérité, je ne connais pas assez le sujet, etc., mais on va voir, et puis Simon, tu es là pour me rattraper si jamais je dis une énormité. Carbure Berger, à la base, c'est pas une BD qui est en un seul tome, c'est une BD qui a été publiée de manière épisodique, puisque elle est issue de la revue Next Rebel, qui était publiée, alors je crois que c'était 4 numéros par an, pendant presque 3 ans, ce qui sont fait 12 numéros. Bon, voilà à peu près le rythme. Pas mal de décalage entre les numéros. Ouais, bien sûr, parce que je crois que ça a été une vraie, un vrai travail fourni par chacun des participants, etc., avec tout ce que ça a de, à la fois, je crois, très euphorisant pour le lecteur et tout ce que ça doit être de difficulté de travailler sur le long terme sur des histoires telles qu'elles sont dans Next Rebel, etc. Next Rebel, à la base, c'est pas seulement la revue, c'est un collectif qui se destine à la publication. À la base, il y avait des fanzines et... je crois que Léo Bray, il a commencé d'abord avec pas mal de fanzines qui sont disponibles sur grand papier et qui sont vraiment très bien, donc on peut l'ajouter dans les favoris. Et du coup, à un moment donné, il fait en 12 tomes Carbure Berger. Je sais pas si je vais trop parler de l'histoire, mais Carbure Berger, c'est l'histoire d'un berger qui garde des créatures assez étranges, parce qu'en fait c'est pas tant des créatures qui produisent du lait, c'est pas vraiment des moutons, c'est des espèces de créatures aux formes un peu plus fantomatiques que de simples moutons, et qui produisent du carburant surtout, d'où le titre Carbure Berger. Et puis en fait il va y avoir tout un tas de petites aventures et de remises en question de son propre métier, etc. Enfin, c'est peut-être déjà trop en dire, et surtout dire les choses plus nettes qu'elles ne sont, parce que moi ce que j'aime beaucoup dans Carbure Berger, et qui est un peu un idéal, et qui rejoint finalement, je pense, le coup de cœur que j'avais donné pour le livre jaune de Fumiko Takano dans l'émission où on abordait Midnight Gospel. Enfin, tout ça pour dire que Carbure Berger participe un peu de moi cette recherche-là que j'ai en ce moment dans les lectures de bandes dessinées, etc., qui serait une lecture fragmentaire, mais fragmentaire sérieuse. C'est-à-dire qu'en fait, Carbure Berger, du coup, c'est 12 petits épisodes qui forment réellement une vraie histoire, mais qui sont vraiment quelque chose de l'ordre du fragment. Cette fragmentation, elle ne va permettre à aucun moment à Léo Bray de se reposer sur ses rosiers, de se dire que c'est juste des petites histoires, ou de pas forcément faire attention à ce qu'il fait, parce que finalement, il aurait juste des petites choses à aligner. Parce que en fait, justement, les choses ne s'alignent pas, les choses se reconnectent en permanence. Il y a des micro-événements dans chaque épisode qui vont répondre à d'autres micro-événements. Et toute cette chose qui est très fragmentaire va finalement dessiner une psychologie des personnages, sans jamais être psychologisante, va
dessiner des rapports entre le berger et ses bêtes sans jamais être un propos social ou quoi que ce soit, bien qu'il y ait une vraie volonté de dire quelque chose, etc. C'est pas le problème. Et puis ces fragments vont aussi déterminer un vrai monde géographiquement, avec une météo, avec un tas d'événements, avec des populations diverses en perpétuel mouvement. Et en fait, dans les fragments, il va y avoir du mouvement en permanence. Et d'un fragment à un autre, entre les fragments, il y a quelque chose qui manifestement se passe parce qu'on se sent jamais perdu, on n'a jamais l'impression qu'on rattrape les choses, bien qu'on les rattrape d'un fragment à l'autre bien longtemps après, parce qu'il y a des ellipses entre chaque fragment, bien qu'on les rattrape, on a quand même bien l'impression que tout s'articule dans un même univers. Et c'est assez différent finalement. Je disais que ça me faisait penser au livre jaune de Fumiko Takano. C'est différent parce que Takano, c'est une manière de raconter. Mais je sais que moi, j'ai un peu cette recherche en ce moment de quelque chose à la fois qui se libérerait un peu de la grosse histoire, de l'histoire parfaitement développée dans son entièreté, mais qui en même temps ne ferait aucune espèce de concession au souci de raconter encore une fois une histoire, qui serait même animée par le souci de raconter une histoire. Ça veut dire d'imaginer des personnages, de planter un décor et de pas les lâcher d'une seule semelle. Donc voilà. Et puis le dessin, je crois que on le sait tous désormais, mais le dessin de Léo Bray est quand même d'une grande précision et c'est vraiment très bien. Donc voilà, moi c'était pour parler de Carburo Berger. On le sait tous puisqu'il est notamment l'auteur du logo de Apache, la revue dans laquelle nous participons tous les trois, Simon, moi et Agathe. Pour ma recommandation, elle se fera en 2 temps. Premièrement, le film Merci pour le chocolat de Claude Chabrol. Claude Chabrol, c'est un cinéaste que j'aime beaucoup, qui est un cinéaste qui m'a fait aimer le cinéma, entre guillemets. Du moins, c'est un des premiers cinéastes dont j'ai vu la filmographie de manière volontaire. Bon, je n'ai pas vu tous ses films, loin de là, et il en a fait beaucoup, mais j'en ai vu une certaine partie, mine de rien. Et Merci pour le chocolat, c'est aisément un de mes préférés. Merci pour le chocolat, c'est l'histoire d'une jeune fille qui va essayer de se reconnecter avec une famille qu'elle pense être la sienne, puisqu'elle pense avoir été échangée à la naissance avec une famille de pianistes. Et elle va rencontrer la femme de ce qu'elle pense être son père, qui va être jouée par Isabelle Huppert. Et cette femme-là, elle va avoir quelque chose de très inquiétant, d'assez mystérieux qui va se dégager d'elle. Et on va se rendre compte que derrière elle se cache une histoire... disons d'assassinat, de crime, quelque chose du genre, du moins un passé sombre. Et ce que j'ai trouvé le plus touchant dans ce film-là, c'est outre l'histoire qui est quand même assez bien menée, c'est une adaptation d'un roman policier, ce que dégage Isabelle Huppert, qui est un personnage qui est vraiment, peut-être, ça doit être son meilleur rôle, puisque c'est un personnage où tout va se jouer à la surface, c'est-à-dire qu'il y a une surface, on va dire, très enjouée, très belle, quelque chose qui est censé être accueillant. Elle est bonne cuisinière, elle sourit et compagnie, et elle dirige avec brio son entreprise de chocolat. Mais il va y avoir quelque chose de très mystérieux et triste qui va se dégager d'elle, qui m'a pris au cœur dès que j'ai vu son personnage et qui va se révéler par un dialogue extrêmement touchant à la fin du film. Et c'est quelque chose de ce dévoilement-là et de cette tristesse que j'ai trouvé vraiment bouleversant. Et à travers ce personnage-là se jouent aussi des personnages qui vont être aussi touchants à leur manière. La jeune fille qui va essayer de se renouer avec ce qu'elle pense être son père par ses notions de piano. Ma deuxième recommandation, ça va être les mangas de Moto Hagio, particulièrement son anthologie. Et j'aimerais conseiller 2 histoires. Je n'ai pas lu toutes les histoires de son anthologie, mais j'aimerais du coup mettre sur le devant de la scène La Princesse Iguane, une histoire mais bouleversante, vraiment une des histoires les plus tristes que j'ai lues dans un manga, d'une mère qui voit sa fille en iguane et la fille se voit aussi en iguane. Et à travers cette métaphore de l'iguane, ça va être une histoire de maltraitance et d'une mère qui déteste son enfant, qui va être traitée avec une douceur et une tendresse hallucinante pour un thème pareil. Et j'aimerais aussi recommander Ils étaient 11, une sorte de whodunit dans une station spatiale où pour un test de fin d'études, 11 étudiants vont être réunis alors qu'il ne devait y en avoir 10. Et à travers cette histoire-là, il va y avoir une espèce d'histoire de dévoilement un peu science-fictionnelle et aussi assez inquiétante, mais là aussi qui va se mettre en scène à travers une intrigue avec beaucoup de douceur là aussi, alors que pour le coup se jouent des espèces d'histoires de rivalité, de conflits et compagnie, mais à chaque fois il va y avoir cette espèce d'union, de solidarité qui va être touchante dans ces histoires-là. Vraiment, Moto Hagio à découvrir, je recommande. Voilà, ce dernier épisode dans l'intervalle est terminé. On se retrouve la prochaine fois pour un sujet qu'on espère excellent lui aussi. En attendant, on se retrouve pour la prochaine fois. Ciao et à plus. Au revoir. Au revoir.